disons, des productions de masse sur l'environnement, je pense qu'un des facteurs importants de cette lenteur, c'est qu'au niveau sanitaire, à la différence des problématiques environnementales, les effets posent la responsabilité des pouvoirs publics plus rapidement et de façon beaucoup plus brutale. C'est-à-dire quand il y a un incident sanitaire, ça se voit. Ça se voit, ça met de la responsabilité. Et donc effectivement, sur le plan sanitaire, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites depuis les années 90, à partir des incidents qui ont été de la vache folle, de la dioxyl au poulet, etc. Bon. Donc, et puis la responsabilité des pouvoirs publics a été pointée directement, violemment, par la société tout entière. Bon, ça c'est à mon avis une des raisons. C'est-à-dire, en fait, un incident sanitaire met des consommateurs à l'hôpital rapidement, alors que des problèmes environnementaux, c'est sur le long terme. Et d'ailleurs, il y a une distinction à faire entre la réaction que les pouvoirs publics ont par rapport aux contaminations microbiologiques versus des contaminations chimiques. Le microbiologique vous amène à l'hôpital le lendemain après avoir consommé. Alors que les cancers, etc., vous en aurez dans 20 ans, mais le politique n'est plus là pour endosser la responsabilité. Donc il y a une dilution, etc. Donc je pense que, voilà, c'est une des raisons, on va dire, d'économie politique, hein, qui font que les réglementations et les dispositifs et leur vitesse diffèrent. Bon. Ceci dit, à partir des années 90, pour planter un peu le décor, énormément de réglementations vues le jour, en tout cas, ont été durcies par les pouvoirs publics. Parce que, bon, bien sûr, ils ont constaté qu'il y a une défaillance des marchés et que c'est de leur responsabilité, et c'est du droit de consommateur d'ailleurs, de faire en sorte de sécuriser, on va dire, les filières agroalimentaires et d'intervenir directement. Donc, ils ont intervenu avec un gros paquet de réglementations, des normes, notamment les limites maximales de résidus, qui sont des obligations de résultat. C'est-à-dire, ça ne me regarde pas comment vous faites votre production, mais sur votre tomate, il ne faut pas qu'elle excède un certain seuil par molécule, etc. Donc ça a été quand même une avancée très, très importante. À côté de ça, il y a eu des initiatives des distributeurs, notamment européens, pour créer des standards communs, standards de sécurité sanitaire des aliments, des standards donc privés, ou finalement qui rendent indispensable le passage par leur circuit, hein, qui rendent indispensable une certification de leurs fournisseurs. Alors, ces standards privés sont en général connus pour être plus sévères que les réglementations européennes. D'accord ? Alors, aujourd'hui, au niveau international, si vous voulez, il y a... Alors, je vais caricaturer un peu, mais c'est pour des raisons un peu pédagogiques, si vous voulez, très rapidement. Il y a 3 ou 4 types de flux au niveau mondial. Il y a des filières qui reposent sur le Codex Alimentarius, j'en ai pas parlé, mais si vous voulez, c'est des référentiels mis au point par la FAO, l'OMS, pour faire en sorte que ce soit des référentiels pour disons, faire en sorte qu'il n'y ait pas de protectionnisme dans ce domaine. Et donc ça offre des possibilités aux pays qui n'ont pas les moyens de s'accrocher sur ces référentiels qui, au départ, ont été faites pour être reconnus un peu mondialement. Donc il y a ces filières-là qui reposent donc sur le Codex Alimentarius. Et en gros, c'est la plupart des pays, on va dire, en voie de développement qui n'ont pas les moyens sur leur marché domestique de s'accrocher à des normes beaucoup plus sévères. Il y a un deuxième type de filières qui sont des filières qui reposent à la fois, bien sûr, sur la réglementation publique et sur les normes mises au point par notamment l'Europe. Et la troisième typologie de filière, c'est celle qui repose sur les standards privés. Voilà. Alors le problème, c'est que les standards privés, depuis quelques années, se sont diffusés tellement à l'intérieur de l'Europe et en dehors de l'Europe, jusqu'à devenir quasiment une condition d'accès aux pays du Sud, les marchés européens et ailleurs. Donc du coup, plus sévère que les réglementations européennes, donc il y a un risque d'exclusion encore plus fort
que les réglementations qui ont été mises au point par les pouvoirs publics en Europe. Donc vous voyez, donc il y a sorte de plusieurs vitesses par rapport aux dispositifs de sécurité sanitaire qui ont été mis au point. Et ça pose un problème, effectivement, d'équité des relations nord-sud, puisque, voilà, alors par rapport aux exportations, les producteurs sont sollicités de plus en plus pour se certifier à des standards privés, parce que c'est tellement diffusé que ça devient quasiment incontournable aujourd'hui. Ça devient la règle, alors qu'elles sont volontaires au départ. Au départ, elles sont volontaires, normalement volontaires. Mais de fait qu'elles se sont diffusées, elles deviennent quasiment obligatoires. Et donc là, il y a une nécessité finalement de réfléchir sur une correction. Bon, on va peut-être sur les solutions, mais je vais juste donner quelques bribes de ce qu'on va discuter peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une mondialisation qui est évidente, c'est-à-dire que non seulement les marchandises circulent, mais aussi les crises. Donc il y a une conscience de plus en plus que les efforts qui sont faits par les partenaires commerciaux, d'accord, peuvent avoir des incidences sur la protection de nos propres consommateurs. Vous avez toutes les crises, là, il y a eu la crise E. coli, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est en 2011-2012, quelque chose comme ça, où il y a eu le concombre espagnol, mais c'est à tort, qui a été accusé, d'E. coli, d'être contaminé à la bactérie E. coli. Donc les producteurs français, italiens ou autres, se sont frottés les mains en se disant, finalement, on va profiter de la demande, du boycott des consommateurs sur les concombres espagnols pour récupérer la demande. À tort. On a vu qu'en fait, les consommateurs français, par exemple, ont boycotté à la fois le concombre espagnol, le concombre français et le concombre en général. Et même, la crise s'est diffusée sur les tomates et tout ce qui est produit, et tout ce qui est crudité en France. Bon, une petite note de bas de page, et c'est très intéressant. Par exemple, les Allemands et les Italiens n'ont pas réagi de la même façon. Alors pourquoi? Je laisse la question ouverte. Par exemple, les Allemands, d'où est sorti l'incident, par exemple, ont boycotté uniquement le concombre, globalement, en moyenne. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ce cas-là qui s'est passé. Ils ont boycotté uniquement le concombre espagnol. Donc il y a une sorte de, je sais pas, de rationalité allemande. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. L'Italie, les concombres européens, alors quand on arrive en France, c'est la totalité des produits qui sont un petit peu assimilés, quoi. Voilà. Donc voilà, donc en fait, on ne peut plus aujourd'hui, les producteurs ne peuvent plus se mettre dans une relation uniquement de concurrence, puisque une crise peut les toucher de façon indistincte à cause justement des phénomènes de panique. Je vais m'arrêter là parce que peut-être que je donnerai la parole aux autres et puis je reviendrai là-dessus aussi après. Voilà. Merci. Est-ce que Yamna... Pardon. Est-ce que Yam... Ah, bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous voir. Moi-même, je vous entends. Non. Vous nous voyez, on vous entend. Oui, oui. Et vous nous entendez aussi. Bon, on est désolé que vous n'ayez pu nous rejoindre. On sait qu'il y a eu des problèmes de visa et on en est désolé, mais on est très heureux que vous soyez là avec nous. Et est-ce que vous voulez... voilà, nos deux collègues ont commencé à parler des causes, des problèmes sanitaires et des normes. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ces sujets avant de parler des stratégies? Est-ce que vous voulez nous donner des exemples en Tunisie? Est-ce que vous pouvez vous voulez parler de ces questions un petit peu? D'accord, merci.
Donc, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes remerciements le plus sincères pour cette invitation et pour la recherche donc, de ces échanges. Normalement, je voulais donc intervenir par rapport à l'ensemble de réponses stratégiques face à cette situation de risque sanitaire alimentaire. Mais peut-être avant d'aborder donc les différentes réponses stratégiques, il est essentiel de rappeler quelques peut-être données contextuelles qui peuvent peut-être compléter ce que mes collègues viennent de développer. Et ça va nous permettre aussi de souligner encore une fois l'urgence et la pertinence d'intervenir. Donc cette sécurité sanitaire alimentaire, elle est avec la nutrition et la sécurité alimentaire des éléments qui sont bien évidemment étroitement liés et indissociables. Donc, si on prend les chiffres qui sont publiés par l'Organisation mondiale de la santé, on sait que presque environ 600 millions de personnes, soit une personne sur 10 personnes, tombent malades après avoir consommé des aliments qui sont contaminés. Et en plus, on a plus de 420 000 décès annuellement, dont la plupart, soit presque le 1/5, qui sont deux enfants qui sont donc âgés de moins de 5 ans. Ces enfants, normalement, ils supportent 40% de la charge des maladies d'origine alimentaire. Bien évidemment, sur le plan économique, cette situation, elle se pose des pertes en productivité, en dépenses liées aux soins médicaux, qu'on peut peut-être estimer aux alentours de 110 milliards de dollars chaque année. Donc, et cet impact est particulièrement ressenti au niveau de pays à revenus faibles ou intermédiaires. Face à normalement, on trouve différents niveaux d'intervention, tels que Monsieur Hamoudi vient de développer un peu. C'est peut-être ce qu'on voyait au niveau mondial, donc de premier plan ou bien le premier niveau macroéconomique ou bien stratégique. Si je veux développer, essayer de faire une typologie d'interventions stratégiques en matière de sécurité sanitaire, on peut parler d'une vision économique ou bien purement et qui relève juste politique publique des internationaux, la participation de actuellement donc de régulation si on les compare aux institutions publiques. Aussi, donc, le deuxième qui est centré sur les dynamiques sectorielles, les entreprises et les chaînes de valeur. Et le volet sur lequel je peux peut-être après me concentrer plus, c'est l'ensemble des orientations stratégiques qu'on peut observer au niveau microéconomique. Vu que de sécurité sanitaire, elle touche, et c'est l'affaire au niveau de chaîne alimentaire, à la fourchette, donc les producteurs, les agriculteurs, les industriels, le transport, la logistique et aussi le consommateur sont concernés par cette question de sécurité sanitaire. Donc, si on veut donc maintenant revenir sur ce volet macroéconomique, on sait très bien que l'international, elle joue un rôle fondamental. Commençons déjà par le rôle joué par l'Organisation mondiale, qui était toujours et continue à faire et maintenir des collaborations avec la FAO. Ils ont ensemble participé au soutien et la mise en œuvre des stratégies pour la sécurité sanitaire des maintenant déjà au niveau mondial, on parle de la stratégie
de la sécurité sanitaire des aliments 2022-2030 et qui vise à renforcer les systèmes nationaux de contrôle, aussi à améliorer les systèmes la détection et la réponse aux différentes menaces sanitaires. Aussi, ça va, ou bien cette stratégie, elle vise aussi à réduire la charge mondiale des maladies qui sont d'origine alimentaire. Aussi, il faut signaler qu'au niveau macroéconomique, donc cette stratégie, elle s'inscrit dans l'approche intégrée One Health, qui reconnaît qu'il y a une certaine interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Soi-disant, on ne peut pas dissocier l'ensemble de ces éléments quand on parle de sécurité sanitaire. Aussi, il y a donc le rôle de la FAO dans le renforcement de capacités, dans la création ou bien l'élaboration des outils de suivi, aussi les outils qui utilisent les nouvelles technologies de communication ou bien l'Internet des objets, surtout pour la gestion de risques. Si on prend par exemple ici en Tunisie, le cas que je par exemple, la Tunisie, depuis 2019, a créé l'instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Il s'agit d'une instance qui regroupe les acteurs du ministère de la Santé, de l'Agriculture et aussi de commerce. Et cette instance, elle vise principalement à assurer donc un haut niveau de protection sanitaire et à renforcer les opportunités d'exportation pour les produits alimentaires. Comme tout à l'heure a été déjà dit, même si au départ c'est volontaire, maintenant, donc, pour pouvoir donc pénétrer dans les marchés internationaux, et ça constitue en contrepartie donc une barrière entre le commerce international. Donc de plus en plus donc les producteurs des produits alimentaires qui sont obligés de s'aligner donc des règles et des labels de qualité. Donc maintenant, à l'analyse de l'échelle, ou bien disons au niveau de l'échelle méso-économique, ici, c'est plutôt l'accent il est mis sur l'ensemble des intermédiaires ainsi que les industries agroalimentaires, les coopératives, et qui sont en train de développer des stratégies techniques et commerciales qui sont complémentaires. Donc, si on parle au niveau technique, généralement, si on prend les agriculteurs, on parle de plus en plus de l'adoption de nouveaux modes de production, de modes de production qui sont moins contaminants et utilisent moins de produits chimiques, donc peut-être qui englobe peut-être une application de bonnes pratiques agricoles. Aussi, donc on parle de bonnes pratiques de GN. Et sur ce plan, on voit qu'il y a vraiment des avancées par rapport à l'adoption de systèmes, par exemple HACCP ou bien des normes ISO, surtout la norme ISO 22000. On trouve que peut-être, je ne connais pas les cas ou bien les statistiques exactes par rapport à cette adoption, mais je sais qu'il y a vraiment des avancées sur ces procédures. Peut-être aussi sur le plan commercial, on voit qu'il y a de plus en plus l'utilisation de labels de qualité, des certifications, à savoir donc les certifications bio. Aussi le fait de faire recours à des circuits pour des distributions. Ici, par exemple, dans le cas, on parle en France, par exemple, donc les cas de AMAP. Peut-être aussi, je prends le cas de la Tunisie que je connais parce qu'actuellement en Tunisie, donc il y a des associations qui sont en train de travailler sur le développement des circuits courts de vente directe à travers des plateformes numériques. Je prends ici le cas de projet qui a été développé par l'association tunisienne de permaculture. Et on parle de un projet qu'on appelle Maclet Natounsir ou bien notre alimentation est tunisienne. Il y a l'accent ici, il est mis donc sur l'origine des produits, mais surtout sur cette proximité entre le producteur et les consommateurs. Parce que de plus en plus, donc, le consommateur, suite à l'ensemble des scandales sanitaires, il devient méfiant par rapport donc
sûreté de produits qu'il est en train de consommer. Et dernièrement aussi, je prends l'exemple qui a été créé par l'Union tunisienne, l'UTAP, des agriculteurs. Donc, ça fait quelques mois, donc l'UTAP a créé donc une initiative appelée le marché tunisien de l'agriculteur, ou bien le marché de l'agriculteur tunisien. Donc, ce marché ou cette initiative portée par l'Union tunisienne de l'agriculture de la pêche, elle voulait promouvoir la vente directe des producteurs et consommateurs. Il s'agit donc principalement d'un marché organisé chaque jeudi au niveau donc de locaux de l'UTAP. Est-ce que je peux vous interrompre juste une seconde pour oui. qu'on engage un peu plus un dialogue avec nos deux intervenants ici, parce que je pense que ça sera plus facile pour les personnes sur place de mieux... Et ils pourront répondre aussi à toutes aux remarques que vous avez faites. Vous permettez? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux vous demander de réagir un petit peu aux propos de Mme Yamna RH, et puis de faire aussi d'autres propositions, et comme ça, on engagera un peu plus un dialogue. Vous voulez commencer? Si vous voulez. Merci. Après, je vous passe. Oui, non, je pense que les pays de la rive sud de la Méditerranée sont confrontés quand même à un problème globalement important. C'est quelquefois le conflit qu'il peut y avoir entre sécurité alimentaire au sens quantitatif et sécurité alimentaire au sens qualitatif. C'est-à-dire que, en général, c'est vrai que la priorité, que ce soit dans la rive sud de la Méditerranée, et encore plus en Afrique, c'est de nourrir la population, quoi. Et donc, du coup, on perçoit comme une opposition, si vous voulez, un conflit entre les contraintes qu'on peut mettre sur un système pour qu'il soit plus sain et l'effet de ces contraintes qui sont une contraction de l'offre, quoi. Donc ça, c'est un conflit vieux comme le monde, si vous voulez, entre qualité et quantité. C'est vrai qu'en Europe, on a un peu réglé ça, parce qu'on n'est plus dans un contexte où il faut vraiment produire pour sécuriser l'alimentation. Donc, du coup, le problème, c'est de trouver effectivement des dispositifs. Ce que dit notre collègue, il y a énormément de dispositifs, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, qui ont été mis en place. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'ils concernent des parties, enfin, disons, du marché de niche, ou c'est quelque chose qui génère une dynamique sur je veux dire, une géographie très importante. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais soulever. Alors, pour ce qui est aussi des dispositifs qui ont été mis au sud, moi je connais aussi un petit peu ce qui se passe par rapport au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et plus largement en Afrique. Tout est mis, la plupart des dispositifs, si vous voulez, sont toujours axés sur les filières d'exportation pour qu'on puisse maximiser l'accès, comme si, quelque part, les marchés domestiques ou les consommateurs domestiques avaient moins de droits, disons, à la sécurité sanitaire que les consommateurs européens auxquels sont destinées les exportations. Donc, du coup, je pense qu'il y a un changement de paradigme qui doit être effectué à la fois au sud, mais je pense qu'il y a un mouvement des autorités. Maintenant, il voit très bien qu'il faut réagir là-dessus, mais aussi au nord. Au nord, il faut essayer de transférer un peu les dispositifs d'aide et de coopération qui sont mis en place pour aider les exportations du sud. Il faut essayer de diffuser ces dispositifs, d'élargir ces dispositifs, en tout cas d'essayer de diffuser, peut-être, trouver des moyens qui aient une diffusion des bonnes pratiques qui sont mises en place dans les filières d'exportation aux filières domestiques. En tout cas, je pense qu'il y a un sujet. Il y a un sujet très important.
Alors, il y a un débat dans le sud de la Méditerranée. On a discuté avec quelques collègues de Tunisie tout à l'heure, c'est-à-dire qui consiste à dire en fait que c'est vrai que dans les pays, les petits producteurs souvent n'ont pas les moyens d'acquérir par exemple des pesticides parce qu'ils sont un peu trop chers. Et donc du coup ils font quelque part du bio sans certification. Donc il y a quand même, disons, beaucoup d'îlots comme ça de pratiques par contrainte économique qui ne sont pas très loin d'une production, en disant, saine. Bon. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit, je crois, en intervenant dans une des tables rondes dans le public, ce qui m'inquiète, c'est l'accessibilité aujourd'hui, vu la mondialisation, d'intrants très peu chers qui viennent de pays, voilà, pas peine de nommer, donc des pays, de pays qui sont lancés dans la fabrication d'intrants très peu chers et auxquels peuvent accéder des petits producteurs et qui commencent à se familiariser un petit peu avec ce coffre de positifs, le numérique, l'Internet, etc. Donc il y a des mouvements comme ça qui peuvent être un peu opposés. Il y a des motifs de satisfaction comme il y a des motifs d'inquiétude. Et je pense qu'il faut repenser la corrégulation nord-sud, au nom bien sûr du passé commun, de l'histoire commune, de la géographie commune et de la solidarité nord-sud. Il faut repenser, à mon avis, les mécanismes de corrégulation au niveau de la Méditerranée, qui ne vont pas s'opposer forcément à ce qui se passe en Europe, d'accord, mais qui s'adaptent à la progressivité nécessaire de dispositifs mis en place et des appuis, etc. C'est-à-dire que l'Europe ne permet pas cette flexibilité, d'accord, parce que, bon, pour l'instant, elle sécurise les filières, que ce soit d'importation, de production locale, bon, indépendamment des problématiques de coopération. Ça existe, de coopération. Mais disons que globalement, je caricature un peu. Mais donc, j'ai l'impression qu'au niveau de la Méditerranée, il faut qu'il y ait des dispositifs spécifiques. Pourquoi pas, par exemple, une plateforme, disons une plateforme commune de sécurité sanitaire des aliments, à l'exemple de ce qui existe en Europe, comme par exemple le système d'alerte RASFF. On peut imaginer peut-être un dispositif de ce genre qui est plutôt méditerranéen, c'est-à-dire qu'on permet de suivre les crises, de savoir en même temps, parce que les rejets, par exemple, les alertes, permettent d'avoir un indicateur de santé des systèmes de production des pays méditerranéens et éventuellement d'aller traiter là où ça fait, où ça fait problème. C'est-à-dire que, bon, moi je vois bien le SIAM par exemple, disons, le SIAM, pourquoi pas le GIDE, etc., prendre cette initiative. Si on conçoit disons un monde méditerranéen autour des valeurs de solidarité, etc., moi je crois que des initiatives concrètes comme celle-là doivent exister, quoi. Voilà. C'est une proposition effectivement tout à fait intéressante parce que on voit bien que les épidémies peuvent passer du nord au sud et du sud au nord, qu'il y a un certain nombre de produits qu'on utilise qui sont interdits au nord, qui finalement sont exportés au sud, puis on réimporte les produits, des produits alimentaires qui ont utilisés en fait des produits phytosanitaires qu'on interdit chez nous. Il y a quand même un certain nombre d'absurdités. Si vous permettez, juste, je ne vais pas être très long parce que j'ai oublié cette histoire-là, c'est qu'il y a une combinaison en Europe, normes et contrôle qui est problématique. Alors je m'explique. C'est-à-dire que fixer par exemple des seuils maximaux de résidus autorisés,
Si vous regardez l'histoire, ça a évolué de durcissement à durcissement, c'est-à-dire les limites aujourd'hui sont beaucoup plus exigeantes que les limites d'il y a 20 ans. Par contre, les contrôles ont été renforcés, mais il y a un déficit de contrôle. C'est pour ça qu'on a des incidents en fait aujourd'hui. Ce n'est pas par le fait de limites maximum de résidus qui sont très sévères, mais c'est parce que les contrôles n'arrivent plus à maîtriser le risque d'un afflux massif de produits provenant des pays tiers. Et bon, alors, on a fait un papier avec des doctorants, avec mes doctorants là-dessus. C'est un papier de théorie des jeux, d'économie industrielle, donc c'est un papier théorique, mais un peu provoquant, en disant qu'en fait, alors si vous vous rappelez de la courbe d'indifférence des consommateurs en microéconomie, on peut avoir une courbe de risque sanitaire moyen, d'accord, avec des normes très sévères. C'est-à-dire on peut aboutir à même risque sanitaire avec des normes très sévères, d'accord, très sévères, des contrôles peu fiables. On peut avoir le même risque que si on abaissait les normes, mais on augmente les contrôles. Et ça pose problème. Bon, c'est théorique, mais je pense qu'il y a moyen de le montrer empiriquement, on ne s'y est pas encore attelé. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, il y a peut-être des choses à penser là-dessus. C'est-à-dire, pour le Sud, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des normes aussi sévères? Est-ce qu'il ne faut pas axer peut-être la réflexion à avoir sur je diminue les normes, d'accord, mais j'augmente les contrôles, donc ça va t'inciter parce que justement les coûts sont moins importants, ça peut peut-être vous inciter à vous y conformer et ne pas aller sur des prises de risque à l'international. En tout cas, il y a un problème, international sur, par exemple, pourquoi les normes LMR du Codex sont différentes de celles de l'Europe. Est-ce que les scientifiques ne s'entendent pas? Donc il y a aussi matière à interroger les scientifiques. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de dialogue pour savoir est-ce que c'est juste en Europe un affichage ou bien ça correspond véritablement à une réalité scientifique quand on voit des différences de LMR dans le monde. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu... Non, merci. Est-ce que vous voulez ajouter? D'accord, merci. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Hakim, en rajoutant un petit peu une chose sur l'intervention de début. Quand on avait parlé sur les normes à caractère public, les normes à caractère privé, ces normes-là, comme vous le savez, ils ont induit leur hétérogénéité en fait de ces normes, IFIS, Global Gap, BRC, etc. Donc ce sont des normes interrogées. Si un producteur dans la rive sud veut exporter, il doit se conformer à il doit choisir telle ou telle norme à laquelle il doit se conformer. S'il veut exporter vers la France, vers la Germanie, vers l'Angleterre, etc., chaque pays a sa particularité. Par exemple, si on veut aller à l'UK, donc on doit se conformer à BRC. En plus des normes d'origine, tel que le cas du Maroc, on doit se conformer d'abord à la norme marocaine ESO, la norme marocaine HACCP et aussi la norme marocaine ONSA 2807, en plus de la norme pour aller vers le marché Angleterre, BRC, aller vers la France, Global Gap, etc. Donc, ce qui a engendré une hétérogénéité aussi des filières. Donc, un même producteur peut être l'objet, je ne sais pas combien de coûts, le coût de conformité à tel, mais quand même, lorsqu'on est conforme à une telle norme, c'est facile à se conformer à l'autre, donc le coût devient de plus en plus moindre, avec l'effet aussi d'expérience, etc. La question qui se pose, c'est au niveau du marché domestique. Parce que ma constatation au niveau d'une bonne partie du Maroc, que le consommateur marocain n'est pas conscient de la qualité. Il raisonne en termes du prix seulement. Si là, on fait appel à la société civile, les associations du consommateur, à intervenir pour sensibiliser et dire voilà, il faut faire attention à ce qu'on consomme. Il ne faut pas rester jusqu'à une intoxication sur ce produit, tout le monde court à l'hôpital, etc. et dire voilà le problème. Il se peut que le produit soit conforme à l'origine, mais une fois acheté et stocké via l'intermédiation, qui s'accapare de la plupart de la valeur ajoutée
de l'agriculture qui dépendent de non-agricoles, là où le problème, là où les contrôles devraient intervenir pour vérifier la qualité, là, les lieux de stockage, etc. D'où ce qu'on peut proposer comme alternative, c'est d'aller vers des filières agroalimentaires courtes, où il y a seulement le producteur, le consommateur, vous allez me dire comment, ou seulement un deuxième ou un troisième acteur qui est soit la grande surface de distribution ou un détaillant. Là, c'est la tendance vers des clusters proprement définis, un cluster où tous ces acteurs-là, l'intermédiation, interviennent comme des participants au cluster. Et ça aura des répercussions sur le prix, les prix qui vont baisser automatiquement. Si moi, un consommateur, par exemple, je veux consommer un produit de qualité qui répond à une norme telle ou telle comme le consommateur européen au niveau de la rive sud, mais le prix à la consommation est enflammant. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la production, le coût, par exemple, je prends la tomate, elle s'exporte à l'Europe via les contingents préférentiels issus du processus de Barcelone, de 45 centimes d'euros à 55 centimes d'euros via le contingent préférentiel. Si on veut passer via la convention GATT, c'est autre chose. Donc, la tomate, si on dit, on raisonne en termes du prix marocain, c'est 5 dirhams, comme ça, le kilo. Mais une fois arrivé au consommateur, c'est 15 dirhams. Donc, le prix a triplé. Donc, qui s'accapare? C'est l'intermédiaire. Si le producteur augmente un petit peu le prix de 5 dirhams à 7 dirhams 50 et assure la distribution de la marchandise comme si on fait par les postes, donc on envoie notre colis, etc., on les récupère sur les plateformes de l'entreprise ou je ne sais pas. Donc, tout ce prix-là, les 2 dirhams 50, ce sont les coûts de transport, de maintenance, etc., jusqu'à la distribution ou à la consignation de la marchandise. Là, le consommateur qui est déjà prêt à payer 1,50 € par kilo, il va augmenter la quantité achetée. Voilà. En consommant un produit sain et sûr, au lieu d'acheter via l'intermédiation dont on ne sait pas où il est stocké, où il est réservé, etc. D'où là une proposition alternative, c'est-à-dire de s'organiser en clusters bien définis au niveau des marchés domestiques. Au niveau du marché d'export, je dis voilà, n'ont pas de problème donc d'aller à l'export. Aussi, Hakim a proposé une coordination ou une co-régulation nord-sud. Effectivement, c'est très bien, mais c'est de faire appel à une manière de partage, soit de la valeur, soit du coût. Donc, de partager le tout. Si on a de la valeur, on va la partager le long de la filière du consommateur au producteur. S'il y a des coûts, il faut les partager. Parce qu'au début, c'est là la valeur, c'est le producteur qui s'accapare. S'il y a les coûts, c'est le producteur. Non, s'il y a de la valeur, ce sont les importateurs qui importent ou les intermédiaires. Mais les coûts, on les laisse seulement au producteur, lui seul, donc il ne peut pas faire mieux que de se débrouiller, etc. Donc, sans monopoliser la parole, je cède la parole à Madame la modératrice pour voilà. Merci beaucoup. Donc, on a parlé d'hétérogénéité entre les normes. On a parlé de plateformes communes de sécurité sanitaire. On a parlé de relations entre l'Europe et les pays du bassin méditerranéen pour que ça soit plus de relations, voilà, plus équitable. Est-ce que, Yamna, vous avez une autre proposition à nous faire? Et puis ensuite, on passera la parole à la salle, s'ils ont des questions. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Merci. Peut-être je voulais enchaîner un peu avec le développement qui a été fait tout d'abord par M. Hamoudi, par rapport au fait que réellement on a ce dilemme de cette sécurité alimentaire qualitative et quantitative, et d'ailleurs ce qu'on recense actuellement, par rapport à cette orientation vers les filières qui sont destinées à l'exportation et autres, on voit même les initiatives dans lesquelles, par exemple, je prends le cas de la Tunisie, où on a voulu instaurer peut-être plus de standards et des standards stricts par rapport à la sécurité sanitaire. On le trouve principalement dans les filières qui sont destinées à l'exportation. Si je prends par exemple l'application actuellement, on a une instauration d'un système de traçabilité blockchain
Je trouve que ce a été principalement utilisé avec l'huile d'olive tunisienne à travers le groupe CHO. Et puis, on a quelques expériences pilotes qui sont destinées pour les produits, le produit de la pêche qui sont destinés à 100% pour l'export. Et donc, du coup, il n'y a pas, en quelque sorte, ou bien on se pose la question, pourquoi toute cette concentration vers les filières, les produits qui sont destinés au marché extérieur, c'est important, mais où est la part aussi de consommateurs locaux? Est-ce qu'on n'a pas aussi donc droit d'accéder donc à des produits qui sont plus sains, sûrs? Aussi, les points donc, qui ont été donc, soulevés par les collègues par rapport à cette importance, surtout de collaboration, mais moi je dis plutôt aussi de cette adaptation aux spécificités, parce qu'il est important de créer une approche intégrée telle que l'a donc, proposé donc, M. Hamoudi par rapport à cette plateforme de collaboration Sud-Sud et puis Sud-Nord. Mais cette collaboration, il est important qu'elle soit adaptée à cette spécificité. Parce que nous, quand on travaille généralement avec des agriculteurs, par exemple, ou bien les industriels au niveau national, donc le premier, ou bien les problèmes, généralement, c'est cette capacité aux exigences de l'ensemble. Il est important sur les coûts qui sont associés à la mise en place de cet ensemble de normes de qualité, de technologies innovantes, des technologies numériques pour améliorer donc la sécurité sanitaire des produits alimentaires, tels que on a souligné déjà donc la blockchain dans ce cas, ou bien les capteurs, l'agriculture intelligente. Le problème que généralement pour ces systèmes, pour ces technologies, il y a un coût qui est élevé et qui est difficile d'être donc par donc, une certaine tranche, une certaine catégorie. Donc il est très important de penser à des mécanismes des subventions aux consommateurs. Mais surtout, si on pense aussi à ce volet, il est important donc, de subventionner donc, les consommateurs pour qu'ils aient donc, un accès pour les produits de meilleure qualité, des produits sûrs, mais aussi de penser et repenser des mécanismes soit de financement, de renforcement de capacité, d'accompagnement de l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent donc adhérer à ces orientations ou bien à cette volonté. Moi, je partage la proposition pour la plateforme parce que moi aussi, c'était un peu donc, ma vision de travailler sur la création en quelque sorte d'un partenariat à travers peut-être des plateformes donc, entre l'ensemble des pays méditerranéens, surtout parce qu'on sait qu'il y a cette collaboration nord-sud, mais ça reste en interne, sud-sud. C'est important d'instaurer, peut-être on a besoin, comme l'a dit M. Hamoud, et donc le rôle de CEAN dans ce sens, parce que c'était une institution qui a été toujours donc, pionnière donc, dans ou bien dans l'ensemble des travaux en relation avec la coopération nord-sud et sud-sud méditerranéen. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci. Alors, un petit mot. Vraiment un petit mot, parce que je pense que vous avez posé une question, on n'y a pas répondu, c'est le changement climatique. Oui. Et très rapidement, et évidemment que le changement climatique va exacerber la problématique sanitaire, parce que il y aura des résistances, il y aura de nouveaux parasites, c'est évident que ça va aller de moins en moins bien. Alors, un des points, si vous voulez, parce que j'ai vu, ma collègue a parlé de la numérisation, j'ai entendu, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la numérisation, la digitalisation, les capteurs et tout l'arsenal qu'on peut mettre au service de l'agriculture, ça va apporter quelque chose de très positif par rapport, si vous voulez, effectivement, à la maîtrise du risque. Moi, je voulais juste signaler peut-être quelque chose qu'on signale assez
assez peu fréquemment, c'est les dangers de la numérisation. Enfin, les dangers, pas les dangers, les effets qui peuvent être pervers de la numérisation. La numérisation exige des moyens et on peut aller sur 2 ou 3 agricultures de différentes vitesses. Il peut y avoir effectivement des producteurs ou des exploitations qui ont les moyens, d'accord, et puis d'autres qui n'auront pas les moyens. Et donc, ça peut être aussi, quelque part, une entrave à l'accès au marché, hein, pour les petits produits. Donc ce qu'on a pensé être peut-être une solution pourrait s'avérer être quelque chose d'assez néfaste pour ça. Donc, il peut y avoir effectivement 2... Et puis, alors, l'autre là, c'est plutôt pour l'avenir. Hein. L'autre effet peut-être pervers, je ne dirais pas pervers, mais ça peut inciter les réglementations à être beaucoup plus dures qu'elles l'étaient auparavant. Puisque vous avez des technologies qui permettent de mieux maîtriser le risque, ben on va vous mettre des normes de plus en plus importantes, étant donné cet atout que vous avez, cette capacité nouvelle que vous avez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Juste une parenthèse de ma part, puisqu'on n'a pas parlé de la technologie, comme a dit Hakim. Moi, je propose aussi la technologie de la blockchain qui va permettre la traçabilité de la filière agroalimentaire depuis la ferme à l'assiette, etc. Et qui va permettre aussi la transparence totale pour un consommateur qui veut acheter un produit, de savoir tout l'accès à l'information, etc. et de s'informer davantage. Aussi, je voulais rajouter la question de l'harmonisation ou d'élaboration d'une norme sud, Hakim, si vous me permettez, une norme sud, disons, on espère d'avoir l'Union maghrébin, qui est déjà sur papier, mais n'est pas opérationnelle, d'avoir une norme reconnue face aux normes européennes. Une fois l'agriculteur ou l'exportateur du Sud est certifié cette norme, on peut l'appeler GAP maghrébin, je ne sais pas, quelque chose comme ça, un GAP maghrébin, bon, etc. Une fois certifié, donc il doit être reconnu au niveau européen, au lieu de se conformer à d'autres normes pour assumer en plus des codes de conformité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc je retiens les normes, je retiens quand même le terme de contrôle, parce que ce que j'ai entendu, c'est que si on peut fixer toutes sortes de normes, et si on ne fait pas de contrôle, ça ne sert finalement à rien. C'est que de l'affichage. Que de l'affichage. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 commentaires ou questions? Oui, là je vois 2, 3. Alors, Thierry. Deux intervenants sur la droite. Là. Et un à gauche, voilà. La gauche a gagné sur la droite. Allez-y, des commentaires courts, s'il vous plaît. Sans allusion idéologique. Oui. Pour une fois, la gauche a gagné sur la droite. Pascal Bergeret, ancien directeur de cet institut. J'ai été frappé par ce qu'a dit M. Aïtou sur le fait qu'on peut imaginer des dispositifs où le producteur endosse un certain nombre de coûts supplémentaires, par exemple des coûts de distribution, mais en retire un bénéfice plus grand et aussi des gains d'efficience d'une certaine manière pour l'ensemble de la filière. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des approches collectives par rapport à ça, plutôt que ce soit chaque producteur individuel qui envoie son colis via la plateforme au consommateur? Et donc ça me fait dire qu'on a très peu parlé de l'organisation des producteurs ce matin en général. Et il me semble que c'est une dimension très importante à prendre en compte si l'on veut traiter des questions assez complexes qui ont été soulevées. Merci. Oui. Oui, allez-y. Voilà, merci. Merci. Donc, j'ai voulu donc ajouter un commentaire et une question aussi. Donc, dans les pays maghrébins, c'est la coexistence de deux secteurs, le secteur formel et le secteur informel. J'ai voulu vraiment mettre un peu l'accent sur ce secteur-là parce qu'il est important. D'une part, nous avons le secteur formel avec les normes, avec l'application des normes IFS. Je suis de l'Institut d'industrie alimentaire et je sais à quel point ces entreprises qui sont destinées, dont leurs produits sont destinés vers l'exportation, donc ils subissent toute batterie de normes qui sont vraiment bien implémentées. Et par contre, nous avons d'un autre côté donc ce secteur informel qui représente 40%
donc de produits qui sont vendus dans le commerce parallèle, et notamment donc dans les régions qui sont frontalières vers la Libye ou bien à côté de l'Algérie. Vu l'inflation en Tunisie, vu donc l'inflation des produits alimentaires qui est vraiment la plus élevée par rapport aux autres produits donc, de consommation, malheureusement, il y a une tendance à aller vers ces marchés-là où il n'y a pas de contrôle, où il y a une rupture de chaîne de froid, surtout pour les produits carnés, les produits laitiers. Moi, j'ai vu donc des crèmeries dans les zones frontalières qui reçoivent le lait qui n'est pas accepté, par exemple, par la centrale laitière d'Élise Danone. Donc, il va être, avec des mesures illicites, l'ajout d'autres produits. Donc, il va donner d'autres, par exemple, de la ricotte ou bien des produits qui sont fermentés, qui sont malheureusement... Et nous assistons à un grand problème de la brucellose, de la tuberculose en Tunisie, vu donc qu'il y a des consommateurs qui consomment toujours donc, de ce circuit-là. Il y avait des alternatives, des initiatives d'impliquer ce réseau informel vers le réseau formel, mais toujours ça échappe à la norme. Par contre, nous avons à côté donc, les produits locaux, les produits de terroir, ceux qui ont une qualité spécifique. Donc, on parle beaucoup de qualité technologique, mais ces produits-là qui représentent une richesse donc, dans nos pays-là, les produits d'origine, certains produits vraiment qui sont produits par les femmes rurales, par certaines coopératives, qui nécessitent vraiment une prise en charge. Nous, les chercheurs, nous travaillons avec eux en essayant de valoriser leurs produits par nos connaissances, par la traçabilité, surtout les céréales autochtones, certains fruits et légumes donc, qui sont donc des régions typiques, qui ont les huiles essentielles, les plantes aromatiques et médicinales. Mais donc voilà, je me rejoins à M. Hamid pour dire s'il y a une coopération nord-sud, on peut vraiment donner de la vie à ces produits-là qui remplacent ce secteur informel qui est vraiment très dangereux et qui cause donc des conséquences énormes pour la santé publique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Rachid. Moi, je vais parler d'un complément pour les causes, parce qu'il n'y avait pas pour les causes des problèmes sanitaires. Donc, si on voit sur l'exploitation agricole, donc il y a les problèmes sanitaires, il y a deux problèmes, il y a deux causes. Il y a l'utilisation des pesticides, donc il y a l'utilisation par les agriculteurs, donc il y a le problème, c'est qu'il n'y a pas de statistiques d'épidémie. Donc, sur les conséquences des pesticides sur la santé des agriculteurs, il y a aussi la question qui n'a pas été posée, le problème qui n'a pas été posé, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens. Donc, si on regarde maintenant en Hérault, donc il y a une sorte de petite épidémie de jeunes filles qui arrivent en puberté à l'âge de 6 ans, à 7 ans, dans les hôpitaux de Montpellier, parce que, en général, c'est des filles, c'est des petites filles qui habitent dans le rural à côté de vergers de vignobles. Donc, ils sont exposés à des pesticides. C'est l'hypothèse. Donc, c'est l'hypothèse. Donc, le deuxième cas de cause, c'est-à-dire de cause, c'est la pollution diffuse. Donc, on n'en a pas parlé. C'est la contamination des eaux souterraines et surtout les eaux qui sont destinées après pour l'alimentation en eau potable des villes. Donc, pour avoir ces causes, on peut avoir des solutions. Et aussi, un autre point qui n'a pas été évoqué, c'est par rapport à la transformation des produits alimentaires. Je donnerai simplement l'exemple de la charcuterie du jambon. Donc, pour que la couleur du jambon soit rose, donc on ajoute du nitrite, donc les fameux E250, 251, 252, que tous les chercheurs, tous les articles disent que c'est une unanimité, c'est un produit cancérigène, et ça continue à être utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, il y avait un temps prévu pour l'ensemble de la session, mais ça n'est pas possible. Et puis il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de commentaires dans chacune des tables rondes, donc je crois que ce n'est pas la peine. Et nous sommes à 5 minutes de l'heure du repas, et par conséquent, nous allons conclure
en remerciant évidemment à la fois les auditeurs, mais l'ensemble des 10 personnes qui sont intervenues, y compris en vidéo, pour ces 3 tables rondes. Voilà. Donc la session est terminée. Avant de regagner le buffet, pendant le temps du buffet, je vais vous demander de vous réinscrire sur la table où se tiennent Manon et Claire pour les visites qui sont prévues demain après-midi. Alors je rappelle qu'il y a 2 visites possibles. C'est une alternative. Les 2 ne sont pas possibles pour la même personne. Soit vous visitez le marché d'intérêt national et surtout vous assistez à une présentation du projet alimentaire territorial de la métropole qui a été évoqué par Isabelle Touzard hier lors de son introduction. Et vous découvrirez pourquoi ça se fait sur le marché. C'est parce qu'il y a des opérateurs du projet, des producteurs, des transformateurs qui fabriquent aussi pour la restauration scolaire. Donc la possibilité d'avoir plusieurs rencontres sur le même site pour découvrir ce que la métropole a mis en œuvre comme politique alimentaire localement pour résoudre un certain nombre des questions qu'on a évoquées. Première visite. Départ 14h à l'entrée du campus, on part en car, on revient en car vers 17h ici. Ensuite, l'autre visite, c'est sur les installations du CIRAD. Donc là, on s'y déplace à pied, c'est entre 5 et 10 minutes de marche selon votre rythme de marche. Et on visite successivement 2 halles technologiques. La première qui est consacrée à des travaux de recherche sur la valorisation par la transformation d'un certain nombre de produits emblématiques du Sud, je vais dire, de produits originaires du Sud. Et donc, il y a une halle qui expérimente des process de valorisation de ces produits, la mangue, l'ananas, etc. Et puis, et des protéines, enfin, il y a vraiment une grande diversité. Et ensuite, et c'est à 50 mètres, la visite d'une autre halle technologique qui est dédiée à question d'eau, et donc qui permet d'approfondir, et en particulier en Méditerranée, et donc qui permettra aussi de revenir sur des aspects qu'on a évoqués hier, en particulier, mais encore un peu aussi ce matin sur l'eau. Voilà. Et donc, merci de vous... Alors, certains ont déjà fait l'effort, je les remercie de dire moi, je suis intéressé par la visite du marché ou la CERA. Merci d'aller confirmer votre inscription, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dire que vous êtes... de toute façon, à ce que je puisse aussi prévenir ceux qui vont nous accueillir du nombre de personnes qui va arriver. Merci beaucoup. Et bon appétit. Voilà.